Donc bonjour, donc François Vignalou, je suis avocat associé au cabinet Bignon-Lebray, spécialisé en droit fiscal, et je vais co-animer cette première session du webinaire sur la transmission des entreprises familiales avec Arnaud Dotefeuille. Arnaud Dotefeuille, partenaire chez Family Co, un cabinet spécialisé dans le conseil aux actionnaires familiaux. Voilà, alors l'idée de ce webinaire qui va se répartir en 5 sessions est d'évoquer la question de la transmission des entreprises familiales. Donc c'est un périmètre bien défini, c'est-à-dire que on a voulu évoquer la question de la transmission, qui est aussi bien la transmission à titre gratuit, donc par donation ou succession, comme la transmission à titre onéreux, donc la cession de l'entreprise à des tiers industriels, à des tiers financiers, aux salariés, et le plus souvent d'ailleurs une transmission qui sera mixte, qui sera à la fois à titre de donation aux enfants, aux repreneurs, et puis qui peut aussi être l'occasion de faire rentrer un industriel ou un fonds d'investissement. Donc la transmission, ça couvre ces deux aspects-là. Et l'entreprise familiale, on cible ici les entreprises dont l'actionnariat est principalement tenu par une famille. Alors soit par le fondateur, dirigeant, actionnaire, parce que c'est la première génération, soit assez vite, dès la deuxième génération, la famille s'est élargie, et donc l'actionnariat est principalement détenu par une famille ou plusieurs familles, évidemment, au fur et à mesure des générations. On a évidemment des enjeux juridiques, des enjeux fiscaux, mais il y a aussi beaucoup d'enjeux non juridiques qui entrent en ligne de compte. Et c'est pour ça que dans les intervenants dans ce webinar, qui va se faire sous forme de 5 sessions entre aujourd'hui et le mois de juillet, on a réparti les thèmes, qui sont souvent les thèmes principaux de ce sujet de transmission, avec différents intervenants. Donc aujourd'hui, avec Arnaud, nous allons évoquer la préparation, tout ce qui est la préparation à la transmission, tout ce qui est nécessaire dans l'accompagnement du dirigeant ou de la famille actionnaire pour préparer cette transmission. Et puis ensuite, dans les thèmes suivants, on évoquera la question de la valeur, probablement avec un expert comptable qui viendra un évaluateur qui viendra nous aider sur la question de la valeur de la société, mais d'autres actifs également, de l'immobilier notamment. Il y aura également les mécaniques juridiques et fiscales proprement dites de la transmission, avec les différents régimes fiscaux qui existent. Le quatrième thème sera le regard croisé avec un notaire, parce qu'évidemment, ces sujets de transmission, notamment quand ce sont des donations, se font en lien avec un notaire. Et la 5e session se fera avec, là aussi, un consultant, un expert en transmission pour tout l'aspect post-transmission, post-cession ou post-transmission aux donateurs et aux donataires. Donc, ces 5 thèmes vont se dérouler sur 5 mois. Et aujourd'hui, donc, nous attaquons avec Arnaud le premier sujet, qui est toute la phase préparatoire à la transmission. Alors, pour démarrer, on a fait le choix de commencer par un dessin humoristique que peut-être Arnaud Voilà. commenter. En fait, c'est un petit clin d'œil. C'est une vision de tour de table d'une entreprise familiale qui montre la diversité qui peut exister dans l'actionnariat d'une telle entreprise et qui est surtout rattachée à son caractère familial. Il y a une diversité des âges, comme vous pouvez le voir, diversité des générations, et qui montre ainsi le continuum qui peut exister dans l'actionnariat d'une entreprise familiale. Il y a une diversité aussi de l'intérêt qui est porté à l'entreprise, chacun en fonction de sa situation personnelle. Vous avez l'attraction du monde extérieur pour celui qui est au premier rang à gauche, qui regarde son portable. Et puis, concentration, l'écoute, l'intérêt porté, l'intérêt peut-être parfois trop important porté à l'aspect financier, par celle qui est au second rang à droite. Diversité des situations personnelles, il y a une travailleuse engagée, au fond, une infirmière, il y a celui au fond qui on se demande qui il peut être, il y a l'interrogatif. Et puis, il ne faut pas oublier la next génération qui est en bas,
hein, qui n'est pas encore là, mais qui est en devenir, et le tout sous le regard du maître des origines et des valeurs qui rêvait, lui, de voir ces valeurs perpétuelles. Voilà. Donc, petit clin d'œil. Ouais, donc par ce dessin, ce qu'on voit, c'est que la transmission est un sujet complexe parce qu'on a un certain nombre d'intervenants qui est là assez nombreux, puisqu'on a une dizaine de personnes, avec des envies, des objectifs et des âges qui sont différents. On pourrait ajouter également, dans le cas de la transmission dont on parle, donc à titre onéreux aussi, des personnes qui pourraient être autour de la table, comme des salariés. Hein, ça peut être l'occasion aussi de faire venir des salariés au capital. Ça peut être un souhait de l'actionnaire d'impliquer les salariés. On pourrait aussi avoir autour de cette table, comme on l'a dit tout à l'heure, un industriel ou un financier, parce que la transmission, elle peut aller aussi vers un tiers extérieur à la famille, en tout ou en partie. Et donc, quand on a un tour de table aussi dense, donc avec la famille, avec des générations différentes, des souhaits différents et des intervenants extérieurs, comment on fait, Arnaud, pour arriver à concilier tout ce monde? C'est un peu un élément auquel nous répondrons, tenterons de répondre dans cette heure. En fait, il s'agit de sonder les cœurs, d'interroger individuellement chacun des actionnaires pour savoir quelles sont les valeurs auxquelles ils croient, pour savoir ses attentes, pour savoir ses frustrations et pour savoir ses intentions réelles. Voilà, donc ça, c'est un élément, ce sont des entretiens individuels. Alors, dans un tour de table comme celui-ci, où il y a une dizaine de personnes, ce sont des entretiens individuels avec chacun, et confidentiels, bien évidemment. Et quand il y a un actionnaire plus nombreux, puisque quelquefois, il y a des actionnariats de sociétés familiales qui représentent quelques centaines de personnes, ça arrive, à ce moment-là, c'est un échantillonnage qui est fait et qui permet d'avoir dans les échantillons les différentes sensibilités. Oui, parce que ce dont on va parler, c'est qu'on a aussi bien donc, l'entreprise qui a un fondateur et qui est l'actionnaire principal, voire quasi unique, mais aussi dans les clients qu'on rencontre, on a des entreprises qui sont deuxième, troisième, quatrième génération, et on a plusieurs centaines d'actionnaires familiaux. On peut avoir, oui. Ouais. C'est pas fréquent, enfin, le voir tout à l'heure. Ouais. Mais effectivement, l'actionnariat familial, avec les générations qui passent, a tendance à s'étendre, surtout si l'entreprise est importante. Alors, on voit que souvent la transmission, c'est aussi l'objet de quelques fantasmes. Et là, donc, Arnaud, vous avez recensé les verbatims, ce qu'on Oui, entend. ce sont des verbatims qui sont issus de différentes interventions ou que l'on peut recueillir dans des entretiens. Le fait de se croire éternel, je suis jeune, on verra plus tard. Le fait d'être indispensable, mon entreprise, c'est moi, hein, c'est moi qui l'ai créée, donc elle ne peut pas survivre sans moi. Ou alors, on duplique ce qu'ils avaient fait dans les générations précédentes, sans prendre réellement en compte l'évolution sociétale ou l'évolution de l'environnement économique ou l'évolution économique de son propre actionnariat. Mon aîné doit reprendre ou il se rangeront après moi. Ou alors transmettre le pouvoir en famille, c'est un processus naturel. En fait, une perspective de transmission peut générer des envies ou, à contrario, des frustrations, voire des jalousies. Donc, c'est peut-être plus confortable à court terme de ne rien faire. Hein. Attendons. Voilà. Et puis, réduire a priori le tour de table à sa seule famille pour éviter peut-être de se remettre en cause. Hein. Je ne veux pas mêler au capital ma famille, avec mes salariés. Ouais, donc ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'idées toutes faites, et donc ce sont souvent des freins psychologiques à la transmission. Et donc, pour désamorcer toutes ces idées toutes faites, toutes ces certitudes, le maître mot, c'est ce que vous avez indiqué, c'est l'anticipation. L'anticipation, c'est quelque chose sur lequel nous reviendrons
avec régularité au cours de 7 heures. C'est l'anticipation qui est la plus importante, c'est de ne pas faire ça au dernier moment. Alors, sans donner une règle, parce qu'il n'y a pas de règle absolue, mais un dossier de transmission qui peut être mené correctement et jusqu'à son terme, c'est combien de temps entre le moment où le dirigeant ou la famille vient vous voir et puis la réalisation de l'opération? Mais il n'y a pas de règle écrite, hein. C'est du plus humain, on va dire. Ça dépend de la taille de l'entreprise, ça dépend de la géographie de son capital. Si c'est un entrepreneur individuel, c'est sans doute plus rapide. La difficulté, ce sera pour lui de se détacher, personnellement. Si c'est quelque chose qui est plus organisé, en fait, il faut, comme on le verra et comme on l'a commencé à le voir, il faut savoir ce que veulent les actionnaires. Parce que ce sont eux qui sont les maîtres du destin de l'entreprise, finalement. C'est les actionnaires. Et donc, leur projet permet d'y voir clair et donc de pouvoir ensuite avoir une transmission de pouvoir et de capital qui est plus éclairée et plus sereine. D'accord. Donc, et là, comme vous l'avez dit, en fonction de la taille d'entreprise, on opère par sondage, Ah oui, quand l'entreprise est importante, ou alors on va interroger chacun des actionnaires ou chacune des parties prenantes, quand l'entreprise est plus réduite, pour pouvoir effectivement anticiper et comprendre les besoins et les souhaits de chacun. Absolument, oui. D'accord. Alors, un état des lieux de la situation des transmissions en France. Oui, alors c'est un état des lieux qui est malheureusement un tout petit peu ancien parce que les chiffres récents sont difficiles à obtenir. Et ce que l'on peut voir, c'est que la transmission familiale est minoritaire, hein. Il y a 22% des cessions qui sont en transmission familiale. C'est une source du PCE. Malgré un environnement qui est pourtant favorable, que ce soit au niveau du conseil, des experts comptables, des avocats, et un environnement aussi juridique et fiscal qui est favorable. Alors peut-être que, comme c'est en 2017, il y avait encore l'ISF, peut-être que depuis 2018, où l'ISF a été remplacé par l'IFU, les actionnaires minoritaires sont peut-être mis en sous pression et donc la proportion de transmission familiale a pu se redresser. Oui, alors peut-être pour expliquer, pour illustrer ce qui a changé entre l'ISF et l'IFI pour les minoritaires. Pour les minoritaires, c'est que les actionnaires majoritaires qui avaient un bloc de contrôle pouvaient signer un engagement de conservation de titres qui leur donnait une réduction des 3/4 de l'ISF, tandis que ceux qui étaient à la direction générale ou à la présidence étaient en bien professionnel et n'avaient pas d'ISF. Donc les minoritaires, et ça c'est quelque chose que vous verrez, je suppose, plus tard dans votre webinaire, les minoritaires pouvaient, si les dividendes étaient insuffisants, avoir des difficultés pour conserver leurs titres et payer l'ISF y afférent, ce qui n'était pas le cas des actionnaires dirigeants. Ce qui veut dire qu'ils étaient parfois, malgré eux, obligés de vendre, parce qu'ils n'avaient pas les moyens de payer l'ISF. Alors peut-être que depuis la suppression de l'ISF remplacée par l'IFI, qui ne concerne que l'immobilier, il y a moins cette contrainte pour les minoritaires. Oui. Et alors le camembert à droite montre qu'il y a peu d'entreprises qui arrivent à passer la troisième génération. C'est 6%, c'est pas beaucoup. Ce sont souvent des ETI d'ailleurs. Et ça, c'est une source EY, toujours 2017, n'est pas de chiffres plus récents, mais ça donne une tendance. Et en plus, ce sont des chiffres mondiaux. Alors, il n'y a pas la segmentation entre France et les autres pays. Alors nous, par notre expérience, on échange là-dessus, on se rend compte qu'il y a deux raisons qui expliquent ce manque de transmission des entreprises familiales, qui sont pourtant les plus solides. La première, c'est souvent le manque d'anticipation des fondateurs. C'est donc l'une des raisons pour lesquelles on organise ce webinaire, c'est de se dire les fondateurs n'anticipent pas
pour les raisons dont on a parlé tout à l'heure, pour les certitudes, les tabous, soit c'est après moi le déluge, soit j'ai le temps, je ferai ça plus tard. Donc, résultat, ils se trouvent confrontés à un moment à devoir transmettre dans l'urgence, et parfois c'est trop tard, et finalement la transmission, en tout cas intrafamiliale, n'est plus possible, et c'est plutôt une cession qui s'opère, une cession à un tiers qui n'est pas forcément dans les meilleures conditions. Donc il y a souvent un manque d'anticipation de la part des fondateurs, ça c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est souvent, assez curieusement, comme le disait Arnoux, alors qu'il y a un écosystème de conseils, d'avocats, d'experts comptables, de notaires qui existent, il y a une communication qui est faite par le gouvernement, il y a les mécanismes juridiques et fiscaux qui existent, comme le pacte Dutreil et d'autres mécanismes. Malgré tout cela, les fondateurs ont assez peu connaissance de la possibilité de tous ces avantages, maîtrisent assez peu ces sujets-là, évidemment, sont parfois réticents, même souvent réticents à en parler, alors qu'ils sont eux-mêmes entourés de conseils pour l'entreprise, mais ils ne veulent pas mélanger l'entreprise et l'actionnariat. Donc, ils sont assez réticents à en parler à l'expert comptable d'entreprise ou au notaire de famille. Et donc, consciemment ou inconsciemment, ils évitent ou ils n'avancent pas sur ces sujets de transmission parce qu'ils ne savent pas très bien comment faire, parce qu'ils ont aussi tendance à survaloriser leur société et se dire que leur société a une valeur très importante. Or, ils ne voient pas comment ils vont pouvoir transmettre la société à un enfant plutôt qu'à un autre, que ça va déséquilibrer la transmission du patrimoine familial. Et donc, il y a un peu une tendance à faire l'autruche en disant, de toute façon, après moi, ils verront. Et donc, on est dans une situation où il y a des freins psychologiques qui sont forts et qui sont, à notre sens, le premier frein à la non-transmission, à la faible transmission des entreprises familiales, alors que tous les outils juridiques, fiscaux, financiers sont présents pour permettre ces opérations. Alors, voilà, la transmission d'offres pareilles détruit de la valeur, ça c'est un autre constat. Alors c'est toujours les conséquences, j'allais dire, du manque d'anticipation qui se révèle passer la réalité. Ça montre que les transmissions ont une incidence négative sur la création de valeur. En termes de croissance, alors vous avez deux choses. D'abord, ce sont des chiffres qui viennent du BCG, hein, une analyse de plus de 200 transactions ou transition opérationnelle plus exactement, entre 1995 et 2014 sur 10 ans. Donc, ce ne sont pas non plus des chiffres totalement récents, mais ça donne une bonne tendance. La croissance, vous avez une croissance des revenus qui est de petite décroissance quand la transmission a été anticipée et une forte décroissance quand la transmission a été non anticipée, mesurée sur 2 ans. Donc une différence de 14 points. La capitalisation, quand les sociétés sont cotées en bourse, toujours mesurée 2 ans après, et il y a une croissance de 17% quand la transmission est anticipée et une décroissance de la valeur de 11% quand la transmission n'est pas anticipée. Donc c'est un élément, moins 28 points, c'est un élément assez important. Et enfin, la marge d'EBITDA, une petite croissance quand la transmission est anticipée et une sensible décroissance quand la transmission n'a pas été anticipée. Donc ça montre bien que l'anticipation est un facteur clé de réussite. Et ce que ça montre aussi, c'est que la transmission, c'est pas qu'une question d'actionnaire, ça a aussi un impact direct sur les performances opérationnelles de la société. Absolument, oui. Donc ça impacte et ça concerne tout le monde. Alors, dans la préparation, donc vous l'avez compris, on l'a vu, on l'a dit, il faut anticiper, il faut préparer la transmission, et cette transmission, elle doit être préparée avec toutes les parties prenantes, et en premier lieu avec les personnes qui sont actionnaires de la société, donc soit le fondateur actionnaire lorsqu'on est donc à la première génération, soit avec les actionnaires familiaux quand on a en général passé une première génération et qu'on a une famille élargie au capital. Et donc, c'est avec eux qu'il faut travailler et préparer transmission. Et puis, dans un deuxième temps, on le verra après,
il faut également préparer la transmission avec les autres parties prenantes, c'est-à-dire avec le repreneur, qui peut être un repreneur familial, comme un repreneur tiers à la famille, et qui sont aussi à impliquer avant l'opération de transmission pour s'assurer que tout le monde, T'es pas sur le webinaire là? s'assurer que tout le monde va dans le même sens. Alors, la transmission d'une entreprise détenue par son fondateur, l'enjeu pour, j'allais dire pour nous les conseils, c'est ce qu'on a indiqué là, c'est le dirigeant est-il vraiment prêt à transmettre son entreprise? Car on l'a vécu l'un et l'autre, et puis j'imagine d'autres conseils. La difficulté, souvent, c'est que même si le dirigeant vient nous voir, même s'il a l'intention de transmettre, il arrive qu'il fasse ce qu'on appelle un refus d'obstacle, c'est-à-dire qu'au moment de signer pour vendre l'entreprise, au moment de signer pour transmettre son entreprise à l'un de ses enfants, il refuse totalement de signer, ou il refuse les conditions qui avaient été évoquées, ou il refuse de partir alors que ça avait été prévu comme cela. Donc il y a une nécessité, et c'est vraiment le point de départ, et c'est fondamental, de s'assurer de la volonté du dirigeant de transmettre. Donc ça passe par des entretiens avec le dirigeant. On l'a dit tout à l'heure, ça peut prendre plusieurs années, et idéalement, ça prend plusieurs années pour pouvoir débattre avec le dirigeant, comprendre quel est son projet, et identifier avec lui quel peut être le repreneur ou les repreneurs en interne, en externe à l'entreprise. Et donc, à l'occasion de ces entretiens, il faut évidemment s'assurer de l'accord de toutes les parties prenantes, hein. Donc, on a le point de départ, c'est les entretiens avec le dirigeant qui vient nous voir et qui nous dit qu'il envisage la transmission de son entreprise. Mais il va falloir bien évidemment aussi avoir des entretiens avec les autres parties prenantes, que peuvent être donc le repreneur ou les tiers. Est-ce qu'il peut y avoir quelquefois des cédants d'entreprise, comme ça, ou des transmetteurs qui, au dernier moment, disent non, finalement, alors, ça ne me convient pas? Ça s'est vu, pour préparer ce webinaire, on en parlait, et on a vécu l'un et l'autre des situations où, plutôt dans des cas de cession de reprise, au moment de signer pour la cession, le repreneur finalement fait volte-face et dit non, finalement, c'est plus moi. Moi, je l'ai vécu, effectivement. Vous aussi, vous avez connu ça? Donc, le déroulement de ces entretiens, on l'a dit, bon, va prendre au moins un an ou plus. Et à l'occasion de ces entretiens, alors on n'est pas là pour, c'est pas des entretiens psychologiques où on allonge le dirigeant sur un canapé pour faire les traumatismes de l'enfance. C'est aussi pour qu'il y ait une communication, qu'il y ait un échange avec le conseil, pour qu'il ait compris que la transmission, c'est pas uniquement un sujet fiscal, parce que souvent d'ailleurs les dirigeants viennent au cabinet en disant j'ai entendu parler du pacte Dutreil, je veux l'utiliser pour faire la transmission, mais il y a bien évidemment beaucoup d'autres enjeux qui rentrent en compte, des enjeux psychologiques, des enjeux patrimoniaux, parce qu'on transmet le patrimoine, des enjeux d'organisation, des enjeux financiers, et tout ça, il faut que le dirigeant ait conscience de ces enjeux, ce qui est rarement le cas la première fois qu'il vient nous voir. Donc c'est pour ça qu'on a mis en ligne les différents objectifs et les différents éléments qu'il faut prendre en compte, qui sont des éléments objectifs et des éléments subjectifs de cette transmission, et qui sont à évoquer avec le dirigeant et avec les différentes parties prenantes. C'est par exemple la future place du dirigeant dans son entreprise. Alors, évidemment, ça dépend de l'âge du dirigeant, mais pas seulement, et surtout, ça dépend de la mentalité et de la volonté du dirigeant, soit de rester pour accompagner le repreneur, soit de quitter l'entreprise et de la quitter complètement, ou alors de la quitter partiellement avec un accompagnement sur une année ou 2 années. Ça, c'est des questions qu'il faut évoquer avec lui. Et elles sont d'autant plus faciles à évoquer, ces questions, si le dirigeant qui transmet a un autre projet. Alors, on a des repreneurs pas des repreneurs, des dirigeants fondateurs qui veulent transmettre parce qu'ils ont un autre projet professionnel, comme on a des dirigeants qui ont d'autres projets personnels. Et donc ça, c'est là aussi où
on sort du cercle juridico-fiscal de la transmission et qu'on est dans un sujet beaucoup plus large, d'où l'intervention d'Arnoux, c'est qu'on a besoin d'évoquer avec lui et construire avec lui sa vie d'après. Et puis il y en a quelquefois qui sentent qu'il faut qu'ils transmettent, mais qui ne savent pas, qui n'ont pas de projet pour après. Donc il faut qu'ils inventent un projet. Ouais. Ça, c'est une réalité. Et donc c'est un élément qui peut être perturbateur dans le processus de transmission. Alors c'est souvent le cas quand le dirigeant a été 30 ou 40 ans à la tête d'entreprise. Alors, on croit que c'est caricatural ou que c'est une évidence, mais néanmoins, on se rend compte souvent dans les cabinets que lorsqu'ils viennent nous voir, effectivement, ils n'ont pas construit la vie d'après, ils n'ont pas construit le projet qui va suivre une fois qu'ils auront quitté l'entreprise. Les autres questions qu'il faut se poser, c'est la situation familiale, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un enfant repreneur qui est identifié, est-ce que l'entreprise va être transmise à tous les enfants dont l'un sera le futur dirigeant, ou est-ce que l'entreprise est transmise qu'à un seul enfant? Et alors, à ce moment-là, comment va-t-on désintéresser les autres? Alors, évidemment, ça dépend de la taille de l'entreprise. Hein. Là, quand on peut transmettre l'entreprise à un seul et désintéresser les autres enfants avec d'autres actifs, bah, c'est plutôt des situations où l'entreprise est de petite taille. On est dans une PME. Dans une ETI, évidemment, le patrimoine autre n'est pas suffisant pour désintéresser le reste de la famille. Et donc, c'est toute entreprise qui va être transmise à tous les enfants. Et là, la question qui se pose, c'est la place de chacun. C'est-à-dire, il y a la place des enfants qui vont être actionnaires actifs, la place des enfants qui vont être actionnaires passifs. Et donc, toutes ces questions-là, il faut les poser avec le dirigeant qui souhaite transmettre. La question du calendrier, ça c'est important. Souvent, il n'anticipe pas suffisamment, on l'a dit, mais il ne voit pas à quel point ce sujet nécessite du temps, puisqu'ils viennent toujours souvent à la dernière minute nous voir, et donc il faut mettre en place un calendrier et les rassurer sur le calendrier. Ça, c'est un sujet qu'il faut à chaque fois évoquer avec eux. Et puis après, il y a des éléments qui sont subjectifs aussi. Alors c'est un peu je pense que c'est un diagramme ou le schéma qu'on a mis là avec Arnoux, c'est les raisons qui motivent et les souhaits du dirigeant. Alors, les raisons, c'est quelles sont les motivations? Ça, c'est le moteur. Pourquoi veut-il transmettre? Est-ce qu'il estime qu'il a passé l'âge de travailler? Est-ce qu'il pense que les enfants sont mûrs? Est-ce qu'il pense qu'il faut transmettre, c'est-à-dire céder à un industriel ou un financier parce que l'entreprise aura besoin de capitaux extérieurs pour se développer? Ça, c'est les raisons. Et puis, les souhaits, c'est un peu donc, ce schéma, Arnoux, qu'on a essayé de résumer, c'est l'entreprise a une histoire, et donc comment est-ce que le dirigeant a le souhait de transmettre cette histoire? C'est ça, l'histoire et les valeurs. Et les valeurs. Les valeurs qui sont attachées à l'entreprise. Oui. Et souvent, vous disiez, vous êtes là pour les aider à construire ou à extérioriser, parce que c'est souvent en eux, à extérioriser cette histoire, à écrire cette histoire. Hein. Absolument. C'est encore plus vrai quand ce n'est plus un seul fondateur, mais un collectif d'actionnaires. Oui. Voilà. Et donc, parce que une fois qu'il a écrit l'histoire, qu'il a écrit cette vision et la mission qu'il veut transmettre, il va donc pouvoir plus facilement se déposséder de l'entreprise, la transmettre, organiser ses projets post-transmission et se lancer dans une nouvelle vie. Alors, peut-être dites-vous que tout ce qu'on évoque là, c'est assez psychologique et qu'on sort probablement des techniques, encore une fois, juridiques, fiscales ou organisationnelles. Il y a une part à la fois passionnante, mais très importante, de psychologie et d'accompagnement des dirigeants, fondateurs ou des actionnaires sur ces sujets de transmission. Alors, le deuxième cas, c'est le cas où on est plutôt dans une famille élargie, donc l'entreprise est peut-être deuxième génération, on est face à une famille actionnaire, et donc la question aussi peut se poser dans la transmission. Et là la question qui se pose dans le cadre d'une transmission, c'est comment faire pour aligner le dirigeant qui est prêt à transmettre son entreprise avec les actionnaires et le projet des actionnaires, alors, les projets collectifs des actionnaires.
Idéalement, c'est une démarche qui doit être préalable à la transmission, même si elle est indépendante, d'où, une fois encore, l'importance du facteur temps et du facteur d'anticipation. Alors, qui participe à ce projet? En fait, ce sont comme nous l'avons déjà évoqué, ce sont les actionnaires individuels que l'on va sonder pour connaître leurs attentes, les éventuelles frustrations. Le problème, c'est de savoir si dans les actionnaires, est-ce qu'on inclut ou pas les conjoints. Alors ça, c'est quelque chose qui se fait en fonction de chaque entreprise, hein, ou de chaque famille plutôt. Parce que les conjoints sont les parents, père ou mère, des futurs actionnaires. Donc, certaines familles considèrent qu'ils doivent participer et qu'ils doivent donner leur avis sur un projet. D'autres les excluent totalement. C'est fonction. Voilà. Pourquoi c'est pour construire un socle sur un socle solide et partagé par les actionnaires familiaux. Alors, quelle est l'identité? Quelles sont les valeurs? Est-ce que les valeurs de la famille sont communes à celles de l'entreprise? Est-ce qu'il y a une remontée, une osmose entre les deux? Quelles sont les attentes des actionnaires? Et quelle vision de l'entreprise est vécue au travers de ces valeurs? Donc, c'est un élément assez important. Tout le côté valeur est quelque chose qui est assez important dans le projet des actionnaires. Et qu'est-ce qu'on élabore? Quoi? En fait, c'est un corpus, un ensemble de documents ou de chartes qui est approuvé par le collectif des actionnaires, qui est adapté à l'actionnariat familial et qui est porteur de l'ambition des actionnaires et qui peut parfois aller jusqu'à avoir une réflexion aboutie sur l'entrée des salariés au capital. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut s'interroger sur si dans le projet on fait ou pas rentrer des salariés de façon directe ou indirecte au capital. D'accord, ça veut dire que c'est quand même toute la démarche est donc assez processée dans votre démarche. Oui. Et donc, on parlait d'entretien individuel, confidentiel, probablement aussi d'entretien collectif, et tout ensuite fait l'objet souvent de notes ou d'écrits pour pouvoir fixer les étapes et faire avancer le projet. Oui. En fait, il y a un travail individuel avec un comité de pilotage, bien évidemment, et puis des plénières d'actionnaires familiaux, des plénières familiales, qui décident des grandes étapes. D'abord pour décider, parce que si c'est le chef d'entreprise qui peut être l'initiateur de la démarche, il faut que les gens adhèrent. Et puis, après les entretiens, il y a des restitutions et puis des groupes de travail. Et ça débouche sur comment, en s'appuyant on s'appuie sur ce qu'ont dit les actionnaires individuels dans les entretiens, sans évidemment restituer ce qui n'a pas à être restitué de façon individualisée. Et puis, les grandes conclusions et les enseignements débouchent donc sur des plans d'action. Et éventuellement, après ça ça peut déboucher, en fonction des entreprises, sur une charte des actionnaires qui peut traiter en fonction des familles de la gouvernance, de l'implication des actionnaires dans l'opérationnel, puisqu'il y a certaines familles où on pousse beaucoup d'actionnaires à rentrer dans l'opérationnel, et il y a, à contrario, certaines familles où on s'interdit de faire rentrer des gens de la famille dans l'opérationnel en les réservant à la gouvernance. Ou alors, cette charte, elle peut aussi traiter de l'information de l'entreprise vers l'actionnaire, ou des actionnaires entre eux, ou des actionnaires vers l'entreprise, traiter de la formation des actionnaires, à leur rôle d'actionnaire, traiter de la vie du capital, c'est-à-dire comment se passent les échanges de capital au sein de l'actionnariat, est-ce qu'il y a une bourse interne à mettre en place, etc. Ou l'élément très important dans une entreprise familiale, la next generation, next gen, on dit dans le jargon, la génération future, celle que nous avons vue sous la table dans la première slide. D'accord. Et toute cette organisation dont vous parlez, elle peut soit être mise en place au moment du projet de transmission, soit
C'est ce qu'on disait, indépendamment de la transmission. Oui, oui. Et bien en amont. Idéalement, quand l'actionnariat est étoffé, c'est un instrument de fédération des actionnaires. Quand l'actionnariat commence à s'ouvrir, avec le nombre, il est important de les fédérer et donc de les rassembler collectivement autour d'un projet. Et donc, idéalement, encore une fois, ce projet, il vaut mieux qu'il soit avant la transmission. Ou s'il y a une transmission qui a lieu qui se profile dans les 5 ans, on va dire, qu'il n'y a pas de projet, eh ben, faisons la réflexion sur le projet et ça va préparer la transition. Parce que dans ce projet, il y a l'implication, comme j'ai dit, des actionnaires, et donc on peut prévoir la montée à bord de la nouvelle génération. C'est le slide. C'est celui-là, oui. Donc, quelle que soit la taille de l'entreprise, c'est une préoccupation qui doit être à l'esprit du dirigeant familial et des actionnaires. C'est comment faire connaître l'entreprise, comment entretenir l'attrait de la société familiale, comment développer l'affectio familiae et societatis pour les futurs actionnaires. Parce qu'en fait, le futur dirigeant, il doit être d'abord détecté, il doit être contacté, il doit être intéressé. Et donc, il faut avoir une approche ouverte sur l'ensemble de la jeune génération, celle qui aura 30 ans dans 10 ans, donc aux alentours de 20 ans ou même avant, de façon à susciter l'intérêt de tous, y compris des meilleurs, de connaître leur motivation et de pouvoir faire monter à bord, si c'est dans la politique du projet des actionnaires, de faire monter à bord ceux qui pourront être sélectionnés pour devenir le successeur, soit par ses qualités personnelles ou professionnelles, et dans le but qu'il obtienne la confiance de tous. Bon, c'est évidemment une démarche longue et qui devient de plus en plus complexe à mener au fur et à mesure du développement du nombre d'actionnaires. Surtout, ce sont des familles nombreuses, ce qui arrive parfois. Donc, en fait, ça commence dès l'adolescence, pour ceux qui n'auront pas eu l'expérience d'aller jouer au foot dans la cour de l'usine le samedi matin. Ça peut être organisé des visites d'usine, des visites de sites, avec des salariés qui viennent expliquer ce qu'ils font, de façon à créer un sentiment d'appartenance et de fidélisation. Quand on rentre dans le monde étudiant ou adulte, des stages d'initiation, des visites plus approfondies ou thématiques en fonction des métiers, des rencontres avec d'autres jeunes de la génération qui monte, pour qu'ils se connaissent et qu'ils partagent leurs goûts et leurs impressions, de façon à avoir un actionnariat plus soudé. Et puis après l'entrée dans le monde professionnel, des rencontres entre actionnaires sur des thèmes plus business, et puis en fonction des sociétés, parce que chaque société, chaque famille a une société, et chaque société définit ce qu'elle peut faire. Une appartenance à une instance de gouvernance, par exemple, de filiale, et puis en fonction de l'intérêt manifesté et des compétences individuelles, en fonction aussi des besoins de l'entreprise, une montée à bord pour tel ou tel, en suivant la charte qui a été définie, si toutefois elle existe. Voilà. Voilà, et puis moi j'ajouterais, parce qu'on l'a évoqué aussi, donc là on a pas la Next Generation qui va entrer l'entreprise, soit comme étant actif, parce qu'il va travailler l'entreprise, soit comme étant actionnaire passif. Et c'est aussi l'occasion de détecter ceux parmi la nouvelle génération qui ne sont pas intéressés par l'entreprise, mais qui veulent pouvoir s'appuyer sur le soutien de l'entreprise pour pouvoir développer d'autres projets. J'ai en tête deux dossiers sur lesquels j'étais intervenu. Un sur lequel un membre de la famille n'était pas d'entreprise, mais souhaitait pouvoir créer un fonds de dotation, et pour pouvoir donc avoir une activité philanthropique avec le soutien financier, mais aussi matériel et humain de l'entreprise. Et fonds de dotation, activité philanthropique qui était en lien avec l'activité opérationnelle de l'entreprise. J'ai un autre dossier où il avait été décidé pour la nouvelle génération, certains d'entre eux, ils voulaient pouvoir créer un véhicule ad hoc, une société, dans lequel des fonds
seraient apportés pour pouvoir prendre des participations et se comporter un peu comme des business angels. Donc, à côté de l'entreprise familiale qui était assez importante et qui regroupait une trentaine d'actionnaires, certains d'entre eux voulaient pouvoir prendre des tickets dans son entreprise et s'ouvrir à un écosystème différent. Moi, j'ai aussi des exemples, une entreprise où systématiquement, les projets des actionnaires sont regardés d'un œil favorable par La communauté. par la communauté et bénéficient d'un apport en capital pour leur permettre de développer leur propre projet. Voilà, donc c'est la transmission, ou en tout cas l'organisation de l'actionnariat familial, c'est l'occasion aussi donc d'écouter toutes les parties prenantes et de lancer des nouveaux projets. Alors, la transmission, elle se prépare aussi côté repreneur. Alors, le repreneur, ça peut être un repreneur au sein de la famille. Donc, c'est des situations où on va rencontrer une opération plutôt de donation ou de succession ou financière, mais en tout cas, le repreneur est familial. Et puis, il y a aussi des situations où le repreneur est tiers. Alors, dans un premier temps, le repreneur au sein de la famille, plusieurs repreneurs sont possibles. La question qui va se poser lorsque le repreneur doit être identifié dans la famille, c'est ils peuvent avoir des intérêts divergents. D'abord, il faut choisir qui est le bon repreneur au sein de la famille, qui est l'enfant qui va poursuivre l'œuvre du père ou de la mère. Donc, il peut y avoir déjà des tensions. Donc, c'est souvent l'objet de discussions, d'échanges sur lesquels Arnaud ou moi intervenons pour essayer d'organiser justement ces réunions de famille et identifier de façon unanime, si possible, le choix du repreneur. Et puis, il peut y avoir aussi des souhaits divergents, on l'a dit tout à l'heure, certains étant plus passifs, certains étant dans le souhait d'avoir de l'argent. Tant que les dividendes étaient distribués, on arrivait à les contenir. Si un jour, pour des raisons opérationnelles, il est décidé de plus distribuer de dividendes, bah, ce sont souvent les premiers à vouloir céder parce qu'ils ont besoin d'argent pour poursuivre leur propre destin et qui n'est pas toujours en lien avec le destin de l'entreprise. Donc, on va identifier le repreneur au sein de la famille. Alors, c'est souvent le premier choix qui est fait parce que on veut conserver au sein de la famille l'entreprise, on veut conserver les valeurs, on veut conserver l'histoire, on veut perpétuer l'entreprise. Bon, c'est un souhait tout à fait légitime. Encore faut-il qu'il soit possible. Alors, il est possible au plan juridique et au plan fiscal. On le verra dans les prochaines sessions. Il y a des mécanismes qui existent. Le plus connu, évidemment, c'est le mécanisme du treuil. Mais il y a aussi des mécanismes de démembrement. Il y a aussi des mécanismes de holding de reprise. Il y a des sujets concernant l'immobilier lorsque l'immobilier est intégré dans l'entreprise. Donc, il y a des mécanismes qui existent, mais l'inconvénient de la transmission interentreprise, c'est que ça ne donne pas toujours suffisamment d'argent, à la fois d'argent pour le dirigeant qui veut sortir, qui veut transmettre, et ce qui veut transmettre sous forme de donation, ce qui ne lui générera aucune utilité, ou est-ce que on organise, et c'est souvent le cas, une transmission mixte, c'est à la fois une transmission en argent, donc une cession, et une transmission sous forme de donation pour faciliter et pour organiser la transmission pour qu'elle soit la plus légère possible en termes de fiscalité et qu'elle permette aux dirigeants fondateurs ou aux actionnaires qui sortent d'avoir du cash pour pouvoir mener leur propre projet. Donc ça c'est important et c'est souvent la limite de la transmission de la famille, c'est la question évidemment du fruit de la cession, de la valeur d'entreprise et de ce qui peut être dégagé comme cash pour ceux qui sortent. L'autre écueil de la transmission intrafamiliale par rapport, on le verra après, à la transmission à un tiers, c'est la présence du dirigeant fondateur. C'est-à-dire que c'est plus compliqué pour lui, s'il n'a pas intégré ça, c'est plus compliqué pour lui de quitter l'entreprise et pas de se sentir le besoin de venir tous les jours dans un petit bureau, voire parfois il garde son bureau historique, et être présent et avoir un regard trop pesant sur l'enfant qui a été désigné comme repreneur. Oui, il faut que l'enfant ait le courage de tuer le père. Il faut que l'enfant ait le courage de le faire et que le père ait le courage d'aller à la pêche pour pouvoir laisser l'enfant s'épanouir naturellement. Et ça, c'est
c'est un travail qui est fait en amont, dont on parle aujourd'hui, et qui est fait aussi en aval. C'est toute l'opération de transmission, post-transmission, c'est le projet personnel du dirigeant, transmetteur, et la légitimité que doit recueillir et doit trouver l'enfant repreneur. Dernier point aussi qu'on rencontre, c'est que parfois cette transmission intrafamiliale, donc cette transmission au profit d'un enfant repreneur, peut s'accompagner d'une transmission à un tiers. C'est-à-dire que ça peut être aussi l'occasion de faire rentrer un fonds d'investissement. Donc là, c'est souvent dans des projets assez mûrs. C'est-à-dire qu'on a à la fois un travail, une réflexion sur la transmission du capital, mais on a aussi un travail sur l'opérationnel de l'entreprise. Quelle est son stratégie? Quel est son objectif? Où veut-elle aller? On mélange les deux. Donc, quand on mélange les deux, c'est souvent compliqué. C'est pas du tout antinomique, mais c'est souvent compliqué. Et dans ces dossiers-là, si on arrive effectivement à travailler sur les deux sujets, c'est l'occasion parfois de se dire on a besoin de finances extérieures ou d'un fonds ou d'un industriel qui va être là pendant un temps et qui va permettre à la fois, en même temps qu'il y a une nouvelle génération qui prend le pouvoir, un nouveau projet, un nouveau développement de l'entreprise. Et donc pour ça, il faut faire rentrer un tiers. Donc tout ce travail, on l'a dit, hein, on le répète, ça passe par une analyse de l'entreprise, une écoute des actionnaires, des feuilles de route, Arnaud le disait tout à l'heure, des feuilles de route qui sont rédigées au départ, puis ensuite des feuilles d'étape qui sont des bilans d'étape qui sont rédigés au fur et à mesure, de l'accompagnement pour aboutir à un projet commun. Le projet commun qui est la transmission dans la famille, qui est l'entrée éventuellement d'un industriel ou d'un financier. Tout ça est assez processé, est organisé pour deux raisons, à la fois pour rassurer les actionnaires et le dirigeant, pour montrer que il y a toute une organisation qui est mise en place, et pour pouvoir, d'une certaine manière, verrouiller. Alors, je reviens un peu sur le sujet de départ, mais un peu verrouiller le projet, parce que on l'a vécu, on a toujours peur d'un retournement de situation où le dirigeant, parce que tout ça crée des tensions, évidemment, c'est dans la famille, donc ça crée des tensions, et donc on a toujours peur d'un retournement, donc on essaye de pouvoir mettre des étapes et de verrouiller les étapes pour pouvoir avancer et empêcher qu'il y ait un retour en arrière. Et il y a un élément qui est important, et je ne prêche pas du tout pour une paroisse, mais c'est que il faut quelqu'un d'extérieur, un tiers, pour sonder les gens, les actionnaires, parce que au sein d'une structure familiale, si c'est le PDG qui veut interroger ses neveux ou ses cousins, ils ne lui diront sans doute pas la vérité de ce qu'ils pensent, parce que c'est très difficile. Donc si c'est quelqu'un, s'il y a quelqu'un, un intermédiaire qui est capable d'écouter et de restituer sans trahir, hein, de restituer les attentes, c'est un élément qui est positif. Et c'est la raison pour laquelle ce webinaire, il se décline en 5 sessions avec des intervenants différents. C'est parce que justement, on a besoin de professionnels de différentes compétences pour accompagner ce projet. Deuxième situation qu'on rencontre, c'est la transmission à un tiers. Bon, ça, on l'a dit. C'est la situation où soit il y a une cession totale du capital à un tiers, parce que finalement, le projet du fondateur ou de la famille, à un moment donné, est de dire on n'a plus les moyens, on ne souhaite plus, on est trop âgé, ou l'entreprise doit pouvoir se développer sans nous. Il est envisagé de transmettre à un tiers qui peut être soit industriel, une société qui est dans le même secteur, soit un financier. Alors, en général, la transmission à un financier, moi je pense à un fonds d'investissement, c'est pas une transmission définitive, puisque un fonds d'investissement, il va venir, il va rester entre 5, 6, 8 ans, et puis il va sortir. Il est là pour donner du cash et permettre à l'entreprise de se développer sur un nouveau marché, une nouvelle stratégie. Mais ça fait partie néanmoins des transmissions qu'on rencontre. Donc l'intérêt de ces transmissions, c'est que ça donne évidemment une capacité de financement beaucoup plus importante. Comme on l'a dit, la cession peut être totale ou partielle. Et là, la question du dirigeant est à la fois plus simple et plus complexe. Plus simple parce que le tiers repreneur pourra dire au dirigeant « j'ai besoin de toi » ou « je ne veux plus de toi ». Et il n'aura en général pas beaucoup de pudeur à dire « on ne veut plus de toi », à la différence d'un enfant repreneur, c'est toujours beaucoup plus compliqué. Et puis surtout, on aménage en général le maintien du dirigeant, c'est-à-dire qu'on
on organise sa présence pendant 1 an ou 2. Et la fiscalité est souvent bien organisée pour ça. Elle envisage justement ces situations où le dirigeant reste présent, il reste en plus actionnaire encore un petit temps, et puis au bout de 2 ans, il quitte, et la fiscalité se prévoit ça. Euh, alors évidemment, la question de la cession à un tiers extérieur, elle est possible que si, là aussi, en amont, un travail a été fait, parce que la société a des perspectives de croissance, elle a une stratégie, et on a identifié soit le besoin de l'adosser à un industriel, totalement ou partiellement, soit on a identifié le besoin de financement. Euh, et donc, ce sont ces sujets-là qu'il faut évoquer. Alors là, on fait intervenir aussi des paramètres financiers, on peut faire intervenir des consultants sur ces sujets-là. C'est important parce qu'on est aussi toujours dans le sujet de transmission, mais avec un prisme différent. Et puis, autre situation, alors, c'est pas où, hein, c'est souvent et, à l'occasion de la transmission de l'entreprise aux actionnaires familiaux ou l'entrée d'un tiers, on peut faire entrer les salariés au capital. Alors, là, on n'évoque pas la situation où on vend toute entreprise aux salariés, mais on évoque la situation où on fait rentrer, parce qu'on pense important d'impliquer, à un moment ou à un autre, les salariés au capital de l'entreprise. Et donc, on a aujourd'hui des mécanismes légaux qui fonctionnent, d'AGA, ou de stock option, de BSPCE, qui est un moment d'intégrer les salariés au capital. Et pourquoi c'est ce moment-là? Parce que les salariés ont souvent tendance, et c'est pour ça aussi qu'on les audite, on les écoute, on les reçoit en entretien, au moment où l'entreprise est transmise, que ce soit au travers de la famille ou à un tiers extérieur, les salariés ont souvent tendance à dire, mais l'entreprise, elle fonctionne que grâce à nous. S'il a de la valeur, c'est nous qui l'avons créée, et donc il n'y a pas de raison qu'on ne participe pas à cette valeur. Donc c'est à ces moments-là qu'on fait rentrer les salariés. Est-ce que parfois, ou souvent même, les salariés qui sont associés au capital ne le sont pas au travers de sociétés ad hoc? Absolument. En général, quand le nombre de salariés est assez important, on va créer ce qu'on appelle des ManCo, c'est-à-dire des sociétés de salariés ou des sociétés de managers. On peut envisager aussi d'ailleurs 2 niveaux d'actionnariat. L'actionnariat général pour tous les salariés, avec un pourcentage au capital qui est plus dilué, et puis un actionnariat des managers pour évidemment motiver les managers dans la poursuite de l'activité. Donc il y a tous les mécanismes qui se rencontrent et toutes les questions qui se rencontrent. Bon, je crois qu'on arrive un peu au terme et au temps de notre présentation. Pour conclure, ce qu'il faut retenir, Arnaud, on essaie de le résumer en 3 points. C'est avoir pris le temps de choisir, de faire un travail de fond sur l'organisation du collectif des actionnaires et la transmission pour pouvoir bien transmettre. Et puis, c'est un exercice collectif, c'est-à-dire que ça ne peut pas se faire sans les actionnaires, ça ne peut pas être fait contre les actionnaires, puisque les actionnaires sont finalement les décideurs finaux d'une entreprise, hein. Donc, c'est quelque chose qui est très important et qui doit être anticipé, comme tu vas le dire aussi, même pour transmettre en dehors de la famille. De famille, ouais. Absolument. On arrive au terme de notre présentation. Je ne sais pas s'il y a des questions qui sont... ont des questions. Le plus simple, peut-être, c'est de les poser par écrit, puis on essaiera d'y répondre rapidement.